sur Twitter, après avoir entendu les différentes réactions, et les réactions en particulier les réactions politiques aux annonces du président de la République. Car dès hier soir, deux camps sont apparus dans le champ politique. D'un côté, il y a ceux qui approuvent chaudement ces mesures. C'est bien sûr notamment le cas à la République En Marche de Christophe Castaner. Le choix qui est proposé par le président de la République, c'est un choix de liberté. Celui de se vacciner ou pas, mais celui aussi, dès lors qu'on ne se vaccine pas et qu'on est prêt à s'exposer à un risque, de, au fond, assumer de se priver d'un certain nombre de lieux. Mais le choix de la liberté, c'est faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui, parce que l'État a mis en place tous les dispositifs qui le permettent, soient vaccinés et puissent du coup accéder dans les différents lieux. Et c'est aussi le point de vue dans l'opposition du député LR de Lyon, Guillaume Larrivé, qui dit sur Twitter « C'est pour libérer nos vies de ce satané virus que nous devons sans tarder étendre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Je prendrai ma part de responsabilité comme député en votant pour ce projet de loi nécessaire. » Il y a d'ailleurs une divergence chez les LR, par exemple le vice-président Gilles Platré qui est contre notamment. Mais de façon générale, on voit que c'est plutôt en face que se mobilisent les oppositions dans les partis. On va revenir avec vous, Dominique Régnier, contestataire. D'abord, côté RN, je vous propose d'écouter le porte-parole Laurent Jacobelli. On voit bien qu'il va y avoir une fracture sanitaire entre ceux qui pourront se payer des tests PCR et ceux qui seront contraints de se vacciner parce qu'ils ne pourront pas se payer des tests. Emmanuel Macron, ce soir, a inventé un concept qui est la violence tranquille. Il a eu un discours d'une violence historique, le tout avec un ton posé, un peu satisfait, comme il le fait habituellement, sans régler aucun problème sanitaire. Autre indignation, dénonciation, celle du député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Ce soir, le président de la République, ou je ne sais pas d'ailleurs si c'était le président ou le candidat à la présidence de la République, parce que je trouve que les deux se mélangeaient un peu, nous propose finalement une société du contrôle et de la régression sociale généralisée. La question du vaccin obligatoire est véritablement une question qui mérite d'être posée, et qui dit obligation dit contrôle. Donc on va être contrôlé en permanence. On va être contrôlé en permanence. D'abord, est-ce que vous approuvez, en tout cas c'est le point de vue de M. Coquerel, est-ce que vous approuvez d'abord les mesures du président de la République, Eugénie ? Moi, j'aurais préféré qu'il fasse vraiment le choix de la liberté et qu'il adopte par exemple la stratégie mise en place par Boris Johnson au Royaume-Uni, c'est-à-dire de dire finalement vaccinons et finalement ouvrons tout et vaccinons et tant pis pour les non-vaccinés, ce sont eux effectivement, ils prennent leurs risques et s'ils se retrouvent à l'hôpital, à la limite, tant pis pour eux, on les soignera, mais bon, on laisse ouverts. Je pense que c'était le vrai pari de la liberté. Cela dit, j'entends aussi l'argument qu'au Royaume-Uni, on est à 50% de taux de couverture vaccinale, c'est-à-dire que les gens ont joué le jeu, se sont fait vacciner, alors qu'en France, on était encore à 36%, 37% de doses. Donc effectivement, il y avait un blocage. Et je suis assez partagée parce que j'ai l'impression qu'en fait, en France, malheureusement, on doit toujours passer par la contrainte, par une forme de contrainte détournée. Là, on peut assimiler ce qu'a fait le président de la République à une forme de nudge. Vous savez, cette stratégie de marketing qui n'est pas une contrainte, une obligation directe par la loi, mais qui finalement une forme d'incitation détournée. On pousse finalement, et ça a très bien marché, puisqu'on a vu qu'hier, les demandes de réservation de vaccins sur Doctolib ont absolument explosé, notamment beaucoup de jeunes qui avaient envie de profiter de leur été et qui se sont précipités vers les demandes de rendez-vous. Donc ça a fonctionné. Moi, je trouve toujours dommage d'en arriver là, mais je dirais que la responsabilité est partagée parce que le peuple français n'a pas joué le jeu aussi de la vaccination. Votre point de vue, Dominique ? Moi, je trouve que les deux représentants des partis, la France Insoumise et RN qu'on a entendus, sont les deux seuls qui n'ont pas la possibilité de dire ce qu'ils ont dit. Au fond, ce sont des libéraux qui pourraient dire ça. On a en France un système qui est très socialisé, qui est collectiviste quasiment en matière de santé. La conséquence de ça, c'est que quand quelqu'un ne se vaccine pas, il n'en subit pas le coût lui seul, puisque le coût est collectivisé. Et donc, si on est pour la liberté de ne pas se vacciner, il faut qu'on soit pour la privatisation des systèmes d'assurance sociale, où là, effectivement, j'aurai le choix de négocier avec mon assureur ma liberté de me vacciner ou pas. C'est une société comme celle-là qui a de l'intérêt. Mais là, quand on a la critique
depuis ceux qui considèrent, que ce soit le RN ou la France Insoumise, que nous ne sommes pas assez socialisés, en particulier dans le domaine de la santé, ça veut dire que tout risque qui est pris par un individu est un risque couru par toute la communauté, eh bien ça a comme conséquence l'obligation de se vacciner. C'est le modèle social défendu par Coquerel et le porte-parole du RN, qui est très proche, c'est ce modèle social, qui est d'ailleurs modèle français quasiment, qui conduit à l'obligation de vacciner. Parce que oui, alors ce que vous voulez dire par là, c'est que finalement, l'une des raisons pour lesquelles on vaccine et on va recourir à cette obligation, en tous les cas cette contrainte vaccinale, c'est pour éviter la thrombose dans les hôpitaux, c'est pour éviter une surcharge, en tous les cas, de notre système de remboursement social aussi. Vincent, c'est pour éviter l'effondrement du système sanitaire et du système économique. On ne peut pas, dans un système collectivisé, encore une fois, on ne peut pas dire les tests sont gratuits, la vaccination n'est pas obligatoire, on sort quand on veut, on va où on veut. Moi, je trouve ça... moi, je suis libéral, donc je trouve qu'il faudrait qu'on puisse décider de nos libertés et en assumer la responsabilité. Mais dans un système où ce que vous décidez est payé par les autres, ou le risque que vous prenez est couru par les autres, ça ne marche pas. Et là, nous aurions à la fois une épidémie qui n'en finirait pas, un système qui serait de plus en plus coûteux, et on dirait, j'ai ma liberté, mais toi tu en as le coût. Ça ne tient pas du tout, même moralement, je dirais, ça ne tient pas le coup. Cela dit, moi je trouve que le pass sanitaire tel qu'il a été présenté par Emmanuel Macron est extrêmement large et trop large, tel qu'il l'a présenté hier, notamment les enfants de plus de 12 ans et les mineurs, je pense que c'est complètement exagéré, que en fait finalement on veut atteindre un taux d'immunité collective qui est à 80%, et comme on sait qu'on n'arrivera pas à convaincre 20% d'antivax acharnés, eh bien on va chercher chez les jeunes, et donc on descend finalement la barre en dessous des mineurs pour aller chercher, pour vacciner des enfants, pour finalement atteindre ce taux d'immunité. Et je trouve que c'est dommage de faire payer ça aux jeunes, et je ne comprends pas pourquoi. Alors peut-être qu'il y a une raison légale, mais j'aimerais que les juristes me l'expliquent, pourquoi on n'a pas obligé spécifiquement les personnes fragiles et les vieux à se faire vacciner. On a fait le même choix que pendant le confinement, c'est-à-dire de confiner tout le monde plutôt que confiner les personnes fragiles. Là, on dit on vaccine tout le monde plutôt que les personnes fragiles. Et en France, on a un vrai problème, c'est qu'on a encore un taux de personnes fragiles ou avec des comorbidités, de personnes qui ne sont pas vaccinées, qui refusent de se faire vacciner. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas ciblé d'abord ces personnes-là. Alors, est-ce que c'est à cause du grand principe d'universalité française, de la volonté de ne pas discriminer, de ne pas faire de campagne ciblée, etc. Mais moi, je pense que... On va la faire, la discrimination, là, de fait. Oui, mais on va la faire entre non-vaccinés et vaccinés. Mais je pense que d'abord, une première étape aurait dû être d'obliger à la vaccination les personnes fragiles, celles qui peuvent contracter des formes graves de la maladie et précisément aller à l'hôpital. Parce que ce ne sont pas les personnes entre 12 et 18 ans qui vont aller à l'hôpital et qui vont faire payer à la collectivité leur maladie. En même temps, moi, ce qui m'a étonné, là encore dans les réactions qu'on a entendues, sur l'action de la vaccination, j'ai l'impression qu'on découvre dans ce pays qu'il y a des vaccinations obligatoires. Parce que ce n'est pas nouveau, il y a des tas de vaccinations obligatoires. 11 vaccinations obligatoires. Voilà, et chacun sait... Sous l'impulsion d'Agnès Buzyn, d'ailleurs. Oui, et puis antérieurement, ça existait. Voilà, c'est une antienne. Donc, c'est pas quelque chose... Si vous voulez, le point, là, aujourd'hui, c'est... on ne voit pas comment sortir de la pandémie. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment on sort de la pandémie si on ne prend pas des mesures qui ramènent les individus à leur rationalité économique, donc vous prenez un risque, vous allez payer, ou à une obligation, puisque la rationalité économique n'est pas recevable. J'imagine que ce n'est pas recevable. Déjà, quand on dit vous allez payer le test PCR, les gens protestent. Comme si c'était naturel de ne pas payer un test. Hein. Cela dit, moi, je pense, maintenant que le pass sanitaire a été acté et lancé, qu'il doit avoir une contrepartie très forte, qu'il a levé de toutes les restrictions et d'arrêter d'agiter des perspectives de reconfinement, comme le font certains médecins confinistes qui adorent agiter les variants pour vouloir nous reconfiner ou nous obliger à porter le masque en extérieur, comme ça a été fait dans plusieurs municipalités balnéaires, ce qui est une absurdité sanitaire et qui en plus décourage la vaccination, parce que si, même quand vous vaccinez, vous devez continuer à porter le masque, continuer à avoir des restrictions en tous sens, ça ne pousse pas, ça n'encourage pas la vaccination. Donc je pense que la contrepartie de ce pass sanitaire, ça doit être la levée de toutes les restrictions et un engagement ferme du gouvernement qui doit dire
nous faisons pas de sanitaire, mais nous ne reconfinerons pas et nous ne céderons pas à la peur, parce que c'est bien beau d'agiter, de dire que les anti-vax jouent sur la peur, mais il y en a aussi, il y a du côté des confineurs et des médecins qui adorent agiter aussi ce climat anxiogène. Et moi, personnellement, je suis rétive à cette rhétorique de la peur dans les deux sens. C'est pour ça que je suis très hostile au confinement et favorable à la vaccination. Mais je trouve qu'il faut aller dans les deux sens. On ne peut pas ne pas donner de contrepartie, parce que sinon, les gens ne vont pas comprendre à quoi bon se faire vacciner. Dominique, est-ce que je reviens justement sur ces partis contestataires qu'on a entendus, et puis également il y a les pro-Macron, enfin les pro-vaccins qu'on a entendus également, il y a un autre bloc qui fait jour. Est-ce que le parti contestataire, qui est de façon générale en recul, voire KO après les régionales, n'a pas là un moyen de se refaire? J'en profite d'ailleurs pour souligner deux études récentes et passionnantes que vous avez fait sur le sujet. D'abord, la protestation électorale en 2021, qui est une analyse des élections régionales, et c'est absolument passionnant. Et 2022, le risque populiste en France, avec, ça c'est une étude que vous faites au long cours, et la dernière vague qui date de juin. Alors cette fois-ci, avant sans doute les élections régionales. C'était avril, c'était avant les élections régionales, en effet, tout à fait volontairement. Et on prépare une 5e vague pour la rentrée. J'hésite à parler de vague dans ce climat de pandémie. Donc on parle de vague électorale. Absolument. Non. Et on garde le sens de l'humour. Voilà. Non, mais si vous voulez, ça. D'abord, juste une remarque. Moi, je ne suis pas certain que le RN soit dans les choux. Il a quand même obtenu 20% des suffrages exprimés dans ce désert électoral qu'ont été les régionales. Ça, c'est un premier point. C'est pas si mal. Et puis ensuite, il y a de bonnes raisons de penser que l'abstention est massive parce qu'elle est protestataire. Et que donc, d'ailleurs, on le sait, que c'est principalement les électeurs, l'électorat du RN qui a été touché par l'abstention. Donc, ce sont des électeurs qui ne vont pas rester dans l'abstention. On avait presque 31 millions d'abstentionnistes. Il y en avait 12,5 millions au second tour en 2017. Donc, on va en avoir probablement une vingtaine de millions qui vont venir voter à la présidentielle. Ça va être dans cet ordre-là. Vous imaginez ces 20 millions qui vont débarquer? Est-ce que c'est pour dire leur contentement, leur satisfaction? Ou est-ce que c'est pour exprimer une protestation, sachant que là-dedans, il y a la plupart des électeurs de Marine Le Pen, quelques-uns de Mélenchon? Sans doute qu'il va y avoir une sacrée secousse en 2022 parce que les eaux de la protestation vont remonter. Je voulais savoir, est-ce que c'est complètement tiré par les cheveux, ou bien est-ce que on peut en tout cas établir un lien ou établir une hypothèse entre peut-être certains qui refusent la vaccination, on va voir justement de quelle proportion ça représente, et une partie de ces abstentionnistes? Oui, ce sont des figures aujourd'hui polymorphes de la protestation, de l'antipolitique, de l'antisystème, qui prennent toutes sortes d'expressions. Pêle-mêle, ça peut aller pour certains du vote RN au vote La France Insoumise, aux zadistes, aux anti-vaccins, aux gilets jaunes. Il y a une grande variété. Vous dites qu'il y a quand même 44% de Français qui gardent une sympathie d'ailleurs à l'égard des gilets jaunes. Exactement, c'est grosso modo quasiment la moitié. Donc ça, c'est colossal. Et c'est pareil, c'est une braise, toujours là, qui prépare, là aussi, une expression électorale, qui peut être l'abstention, y compris à la présidentielle, si la protestation va jusqu'à rejeter l'élection clé du système, et qui peut se trouver un passage pour hacker le système. Eugénie, ouais. Oui, moi je crois que ce qui me frappe beaucoup dans cette épidémie, c'est la politisation de la science et du rapport, par exemple, on le voit avec les vaccins, les masques, des objets qui, a priori, il y a un débat scientifique sur leur utilité, mais qui sont a priori neutres, sont devenus politisés, parce qu'il y a eu aussi des mensonges, des omissions, etc., qui ont conduit à ça. Par exemple, aux États-Unis, c'était très frappant, le masque était devenu, pendant la campagne présidentielle américaine, un symbole politique. C'est-à-dire que vous portiez un masque, vous étiez un démocrate, vous n'en portiez pas, vous étiez un républicain. Et je ne sais pas d'ailleurs si c'est la même division sur le vaccin, sachant que Trump a beaucoup poussé pour le vaccin aux États-Unis. Mais nous, en France, c'est un peu... le masque, ça n'avait pas tant ce débat-là. Il avait quand même été, lui, traité. Oui, et mais sur le vaccin, voilà, il y a une dimension politique et une cristallisation autour de la personne de Macron. C'est-à-dire que le débat n'est plus sur l'efficacité ou pas du vaccin, c'est un rejet d'Emmanuel Macron, de ce qu'il... C'est l'émetteur, en fait, qui est cassé. C'est parce que c'est le macronisme, c'est En Marche, c'est Emmanuel Macron qui dit il faut se faire vacciner, que l'émetteur, il y a une telle défiance politique
que le vaccin, et je dirais presque que la défiance vaccinale est le produit de la défiance politique et non pas l'inverse. Juste là-dessus, pardon, la médecine, c'est de la politique. Et je fais juste une référence rapide parce qu'elle est connue de nous tous, mais c'est extraordinaire à relire, c'est un chef-d'œuvre, c'est à la fois plaisant et profond. Knock, c'est une pièce sur la médecine qui a pris le pouvoir. C'est une pièce sur le caractère politique des décisions médicales et sur l'effet de contrôle que la médecine produit dans une société dont elle s'occupe. C'est vraiment tout à fait éblouissant. Et je suppose d'ailleurs que c'est un livre qui a, je ne l'ai jamais vérifié, qui a dû influencer beaucoup Michel Foucault, parce que son travail ensuite sur la médecine sur le biopouvoir est tout à fait dans cette continuation-là, de cette inspiration première. Un avis sur la question, puisque vous traitez notamment de Michel Foucault dans votre dernier livre, Eugénie. Oui, non, mais tout à fait. Mais moi, je suis frappée à quel point, effectivement, il y a un clivage, enfin, la fracture vaccinale recouvre un clivage politique et un clivage social, et pas seulement une opinion sur la vaccination. C'est beaucoup plus large que ça, et c'est effectivement cette défiance-là qui s'est creusée, qui est le fruit d'années et d'années d'errements politiques. Elle ne se résoudra pas en un jour, et aujourd'hui, c'est juste l'une des manifestations de cette crise de la confiance très, très profonde. Et de la crise de la confiance. On va y revenir. Est-ce qu'au-delà de la problématique sanitaire, Emmanuel Macron n'a pas aussi voulu répondre à des aspirations dans le discours qu'il a fait, dans la rhétorique qu'il a fait, dans la gestuelle qu'il a eue, dans le décorum qu'il y avait, à des aspirations que vous avez identifiées dans Démocratie sous tension? J'en ai retrouvé certaines. Il existe, dites-vous, une demande d'autorité. Les sociétés démocratiques préfèrent plus l'ordre, même si là, cela entraîne moins de liberté. Absolument, absolument. Ça, c'est quelque chose qu'on mesure constamment depuis quelques années dans nos travaux à la Fondation pour l'innovation politique, qui sont en ligne gratuitement, je le répète parce qu'on ne vend pas. C'est un trend. Et il y avait, dans la phase antérieure au discours du président hier, il y avait un début d'exaspération dans une partie de la population parce qu'on n'en sort pas. Le thème, c'était ça. On n'en sort pas. Maintenant, on nous indique qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont se faire vacciner, qu'il y a des doses en stock, on ne sait pas quoi en faire, et qu'on ne va pas en sortir parce qu'il n'y a pas assez de vaccinés. Mais qu'attend donc le président pour taper du poing sur la table et dire « maintenant, c'est obligatoire ». Je crois que s'il ne l'avait pas fait, il allait avoir... aurait été atteint le cœur de ce qu'il reste de sa position aujourd'hui, le cœur essentiel, c'est-à-dire la position d'autorité et au fond, de souveraineté au sens où le pouvoir qui n'a pas de supérieur, si vous voulez. Et je pense qu'hier, en effet... C'est l'essence de la souveraineté. Absolument, c'est la définition même, exactement. Et donc là, il a, je pense, repris là-dessus la main. Et sans doute aussi, parce que c'est dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, sans doute aussi a-t-il empêché, par cette parole, la renaissance, en tout cas à court terme, d'une droite d'autorité qui aurait mené plus aisément campagne. On est à un petit côté, je suis quand même le chef, qui est le 4e anniversaire de ce discours du 13 juillet 2017 oui, on sent que, devant les armées. Et ce qui est paradoxal, c'est d'ailleurs chez les anti-vax, qui sont souvent dans des partis... parfois extrêmes, qui sont dans une demande d'autorité, par ailleurs sur d'autres sujets régaliens, sur ce sujet réclament une liberté et critiquent la dictature sanitaire, etc. Donc il y a aussi un paradoxe. Mais à l'inverse aussi, la demande d'autorité, on voit qu'elle s'exerce assez facilement en matière sanitaire. On a pu confiner sans problème. Quand il s'agissait de contrôler des vieilles dames qui n'avaient pas leur attestation, les policiers étaient inflexibles. Par contre, dans les domaines que vous connaissez bien, des contrôles des frontières migratoires, de sécurité, etc., l'impuissance de l'État est absolument accablante et déclarée. Donc là, je pense qu'il va y avoir un hiatus dans les mois et dans les années à venir, parce qu'on va dire, écoutez, attendez, pour obliger à la vaccination, il n'y avait pas de problème, pour confiner, il n'y avait pas de problème, mais par contre, quand on dit contrôler les frontières, c'est impossible. Donc peut-être que d'ailleurs, ça va être un déclic, quelque part, et qu'on va dire, enfin, ce qu'on croyait impossible, c'est-à-dire contrôler les frontières, mettre des mesures assez restrictives, parce que moi, je me souviens des débats sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, quand il s'agissait de faire des contrôles osseux chez les mineurs, pour des migrants, pour déterminer leur âge. La gauche poussait des cris d'orfée en rappelant le Vichy et le Troisième Reich. Peut-être que là, le débat va être un peu différent dans les années à venir, parce que, il y a quand même, on peut pas dire quand c'est sanitaire, on a tous les pouvoirs, et puis décréter l'impuissance en matière de contrôle des frontières. Non, ça c'est un enjeu clé. Je suis tout à fait d'accord. La politique sanitaire face à une pandémie
et une pandémie qui probablement va durer assez longtemps, oblige à une reconfiguration de la politique dans son ensemble, de l'autorité et de sa forme. Et il y a un lien direct avec le contrôle, la surveillance. D'ailleurs, c'est assez problématique pour nos sociétés, y compris la surveillance et le contrôle du territoire. Évidemment, les Français ne comprendraient pas qu'après tous ces efforts et ces obligations, on puisse entrer... Notamment la question autour des frontières. Mais voilà, c'est ce que disait Eugénie Bastier, qu'on puisse rentrer comme on veut, éventuellement venant d'un pays où on n'est pas... insupportable. Est-ce qu'il y a dans ce que vous mesurez, est-ce qu'il y a eu un sentiment d'injustice qui s'exprimerait de la manière suivante? On n'a pas contrôlé les frontières, par contre, on était obligé de mettre des frontières chez nous avec le confinement, qui est étymologiquement l'établissement de frontières. Absolument. C'est quelque chose qui n'est pas encore, je dirais, tout à fait formalisé, mais qui va venir inévitablement si, par des manifestations, je dirais, autour de faits divers ou d'événements rapportés, il est établi ou visible que les Français l'éprouveront de toute façon, que les mouvements migratoires sont hors de contrôle ou très mal contrôlés, et que là, il y a une sorte de liberté absolue, la liberté des ultralibéraux, je dirais, tandis que les Français, les citoyens français de ce pays, sont assignés à résidence ou à des obligations. À l'inverse, est-ce que le libéralisme n'a pas montré dans ce débat également ses contradictions? On a plutôt l'expression majoritaire d'un libéralisme, mais qui est un attachement au bien-être économique avant d'être un attachement aux libertés. Moi, je vois le débat qui fait rage entre Olivier Babot, d'un côté, Fondation Sapiens, qui réclame une vaccination obligatoire pour retrouver la vie économique, et d'un autre côté, des gens comme Mathieu Slama, autre libéral, qui s'indigne des atteintes aux libertés publiques. On peut citer d'ailleurs à ce sujet la présidente de la commission des lois à l'Assemblée, la députée LRM Yael Braun-Pivet, qui déclarait sur France 5, on va le voir en tweet, qui se vantait au sujet du pass sanitaire. Justement, il y a environ, donc le 13 mai dernier, j'ai tenu à inscrire noir sur blanc dans la loi qu'un restaurant, un cinéma ou un théâtre ne pourra pas l'exiger. C'est une question de liberté publique. Est-ce qu'il n'y a pas justement là fracture au sein du monde libéral? Après, c'est la définition qu'on donne à la liberté. La liberté, ce n'est pas un bien personnel dont je suis le seul à jouir et tant pis pour les autres. Personne n'a envie que... Mais certains libéraux vous opposeront cette définition-là. Moi, je ne la trouve pas recevable. Je veux dire, ce que je lis là, je ne trouve pas ça recevable. Il y a eu un débat en Angleterre à la fin du 19e siècle sur les lois sur les prostituées, qui s'appelait le Disease Act, dans lequel John Stuart Mill a été impliqué, où il s'agissait en fait d'obliger les prostituées à faire des contrôles pour voir si elles avaient des maladies vénériennes. Et le but affiché était de débarrasser la population de ces maladies vénériennes qui se transmettaient en soumettant ces prostituées à des contrôles. Et il y a eu un grand débat entre les libéraux, entre ceux qui disaient non, la liberté individuelle est d'abord, vaut d'abord, et ceux qui disaient non, il faut pour le bien-être collectif. Et c'est un débat qu'on retrouve exactement aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que ce qui doit primer, c'est l'intérêt de la collectivité en écrasant certaines libertés individuelles, ou est-ce que celles-ci doivent être sacrées? Je crois que c'est une tension qui est consubstantielle, à mon avis, au libéralisme. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un tournant, puisque c'était cette conception des libertés individuelles qui primait jusqu'à présent sur le primat de la liberté collective? Enfin, on est dans un pays ultra collectiviste. Je suis désolé. C'est le paradoxe. Ça n'existe pas en France, le libéralisme, de fait. Nous avons une étrange liberté. Nous avons la liberté de faire ce que nous voulons, et la possibilité de socialiser les conséquences. Réellement, c'est intenable. Réellement, ça ne tient pas. Le système est incohérent. Et donc, on ne sait pas en France ce que c'est que la liberté réelle, c'est-à-dire je prends mes risques, j'en assume les conséquences. Nous, on prend un risque, on en fait assumer la conséquence aux autres. Ça ne tient pas. Et donc, on n'est pas tout à fait concerné, je dirais, par ce débat-là, qui est un débat plus américain que français. On l'a eu quand même. Oui, non, mais qui passionne les lecteurs du Figaro et qui, en tous les cas, est un débat qui remonte en ce moment, puisque vous avez vu des contestataires qui redécouvrent ces notions-là. Je voudrais donner la parole à nos internautes. Merci en tous les cas d'avoir justement débattu sereinement. Et le débat fait un peu rage sur le chat. Donc, on reste calme, keep calme, et on continue de débattre. On est là justement pour débattre. On va vous donner la parole. Oui, Nathan, je vous donne la parole. On me demande de ne pas venir à une fête familiale parce que non vacciné, ça s'annonce merveilleux, le monde d'après. Je vous recommande un tweet d'ailleurs d'Eugénie qui est assez drôle, qui reprend le tweet de les dessins concernant l'affaire Dreyfus. Mon point de vue, dit Mais Nathan n'est pas obligé de se faire vacciner, il peut faire un test PCR.
Voilà, donc là pour l'instant c'est le pass sanitaire, et même pas forcément pour aller à la fête familiale. Mon point de vue, nous dit Web of Run, c'est que Macron m'impose une injection que je refuse catégoriquement et me prive de mes libertés. Nicole annonçait le 12 juillet le pass pour début août dans les centres commerciaux, restos et autres est scandaleux. Alors on va voir, c'est un petit peu compliqué hein, au niveau de la mise en place, d'après ce que même de l'aveu même de Jean Castex cet après-midi à l'Assemblée. Je suis révolté aussi de ces annonces, nous dit Patrice. Alors ce qui est intéressant, c'est le point de vue de Nicole également. J'ai le vaccin complet, mais je refuse de présenter un laissez-passer pour aller au resto ou faire des courses. Et Nathan, une petite majorité est en train d'écraser une grosse minorité. On va y revenir justement, Nathan, en parlant de la question des retraites. La petite majorité, c'est plutôt la grosse majorité. Et Chris Cross nous dit pas de guerre civile à base de fusils, mais une énorme tension dans la société. À l'inverse, Alain nous dit l'obligation vaccinale est un élément de solidarité. On vous posait la question, les annonces d'Emmanuel Macron sur la vaccination et le pass sanitaire vont-elles créer de nouvelles fractures au sein de la société française? Et vous êtes pessimiste, vous dites oui à 74%. Il y a un sondage qui sort avec le Figaro ce soir. Dans une demi-heure. Odoxa qui dit que 67% des Français approuvent les mesures d'Emmanuel Macron. Donc plus de 2 tiers des Français. Donc effectivement... je ne sais pas si ça veut dire que en tout cas c'est plus la minorité plutôt du côté des anti-vax et de ceux qui sont opposés aux mesures d'Emmanuel Macron. Alors parmi les mesures et les annonces d'Emmanuel Macron,